Salut à tous, salut à toutes, c'est d'entrer 1. Et aujourd'hui, on est au Pic du Midi. Enfin, on est en randonnée pour le Pic du Midi. Pour une vidéo sur l'émission de radio que je vais faire au Pic du Midi. J'ai oublié ma carte SD, donc du coup, je suis obligé de filmer avec mon téléphone. Voilà, on est avec un guide qui va nous expliquer tout ce qu'il y a sur la randonnée. Je vais essayer de vous résumer de temps en temps ou de vous mettre des passages. C'est la même famille que ça aussi, c'est un autre saxifrage. Mais c'est pas le même. Là, celui-ci a des feuilles beaucoup plus allongées. Et ça pousse vraiment sur les dans le rocher. Des rochers. Mais si tu veux, le nom saxifrage, ça vient du grec, saxifraga, qui fracture le rocher. D'accord. Et alors les espèces d'artichauts qu'on a en plaine, c'est les mêmes? Non, c'est des jouardes. J'espère qu'on en verra. Pour comparer. La feuille est plus grasse, plus épaisse. Avec un sucre. Ouais, c'est du bar là. Un sucre. Voilà, vous voyez cette petite maisonnette. On s'est posé là-bas avec le guide pour une explication ou deux sur le Pic du Midi et l'endroit en général. Je vous montre ça tout de suite. Alors pourquoi on appelle ces montagnes les Pyrénées? Alors les Pyrénées, il y a toujours des histoires qui peuvent être racontées. Donc il y a le côté étymologique des Pyrénées, les Grecs, Pyros, le dieu grec, le dieu du feu, simplement parce que quand les hommes sont venus habiter dans ces montagnes, ils ont défriché les forêts et ensuite ils ont brûlé les branchages, ils ont fait des brûlis pour s'ouvrir des pâturages pour leur bétail. Et les navigateurs qui passaient au large du Pays Basque sur l'Atlantique, ont vu ces montagnes enflammées et ils ont appelé ça les Pyrénées. Mais il y a une autre histoire qui moi me plaît particulièrement, c'est Hercule qui était dans les parages et qui avait son amoureuse Pyrène, qui était la fille d'un roi espagnol qui s'appelait Bébrix. Mais comme on sait que Hercule était toujours appelé à faire des travaux, un jour il est parti faire de ce travail et ça a duré plus longtemps que prévu. Et au fil du temps, Pyrène, ne voyant pas son Hercule revenir, est morte de chagrin. Et un jour, Hercule est quand même revenu de son travail. Et quand il est rentré, sa belle Pyrène était morte. Et Hercule, de chagrin, comme il était gaillard, il a pris un caillou et il a fait un tas de cailloux sur la dépouille de sa belle Pyrène. Et les Pyrénées, finalement, c'est le tombeau de Pyrène. Quand a-t-on commencé à fréquenter le pic pour prendre des mesures scientifiques? Là, nous sommes ici au col de Sancourt. Col de Sancourt, qui veut dire le col des 5 ours en occitan, qui montre bien qu'il y avait des ours dans la vallée et sur l'ensemble du massif pyrénéen. Mais bon, c'est pas le sujet. Et ici, au col de Sancourt, nous sommes à la première hôtellerie qui a été construite dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc on peut dire que la première prière a été posée aux alentours de 1860-65. Donc c'est quand même très ancien. Et ça a été à l'initiative de deux personnages.
un général de l'armée de Toulouse, Nansouty, et un ingénieur, M. Vossona. Et ces deux associés étaient très complémentaires. Nansouty, un homme de terrain, habitué à la rigueur des tempêtes et du climat rigoureux de ces montagnes. Et puis Vossona, un ingénieur finalement qui avait les connaissances techniques. Et c'est lui qui a fait les plans de ce bâtiment et des bâtiments qui sont aussi au sommet du pic du Midi. On voit cette forme en voûte qui permet de résister d'une part au vent, mais aussi à la quantité de neige qui peut tomber pendant l'hiver. Donc il faut quand même que les choses résistent, quoi. Ça, c'était en quelle année? Donc ça, on était 1860, les années 1860. Et en fait, au départ, le projet scientifique du pic du Midi était pour faire des observations météorologiques. Hein, c'était quand même un défi assez exceptionnel de pouvoir faire des mesures météo à une altitude comme celle-ci. Hein. Ici, on a dépassé les 2500. Et quand on est au sommet du pic du Midi, eh bien, on est presque à 2900 mètres d'altitude. Dans un premier temps, eh bien, ce bâtiment servait à loger les scientifiques, mais parfois il y avait des touristes. Hein. Il y avait déjà quelques personnes qui se baladaient dans la montagne. Eh bien, ils savaient les accueillir. Comme tout bon montagnard, nous sommes solidaires. Quelles sont les personnalités qui ont fait l'histoire du pic? Les personnalités, c'est vraiment M. Nansouty et Vossona. Et leur objet, c'était de faire des relevés météo journaliers pour vraiment avoir une fiabilité scientifique. Donc, dans un premier temps, les instruments ont été posés au sommet du pic du Midi. Par contre, ils ne pouvaient pas loger. Ce qui voulait dire que tous les jours, il y avait une personne qui montait depuis ce col du Sancourt au sommet pour faire les relevés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez insolite, quoi. Et je n'ai pas les dates exactes, mais il me semble que c'est 1892 ou 95, dans ces années-là. Eh bien, là-haut, il y avait donc les bâtiments qui permettaient de pouvoir se loger. Et ils ont observé, suite à un hiver très très neigeux, comme celui que nous avons eu en 2013, des accumulations de neige sur les hauteurs très importantes. Et le profil a été le même. Un printemps pas très chaud, une fonte pas vraiment amorcée. Et ils avaient prédit des inondations. Et ces inondations ont eu lieu. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où le pic du Midi a acquis une notoriété très importante. Les porteurs, qui étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Alors les porteurs, eh bien, c'était les habitants de la vallée, c'était les paysans de la vallée. Hein, et quand il y a eu ce besoin d'acheminer du matériel, d'acheminer le ravitaillement des scientifiques, qui parfois faisaient des sessions ici de 3 mois, hein, donc il faut imaginer, vivre en haute montagne pendant 3 mois et être autonome, c'est toujours très compliqué. Eh bien, les porteurs, c'était des personnes, des paysans de la vallée, et finalement, c'était du travail. Hein. Ils ne se posaient pas la question à l'époque, à savoir si c'était difficile ou pas. Et les porteurs, eh bien, venaient principalement de cette vallée de Campan. Hein. Ils étaient pratiquement tous originaires de Grippe ou les alentours de Sainte-Marie de Campan. Et il y en a un notamment qui était Jean de Grippe, qui était un colosse. Hein. Moi j'ai vu une photo de ce personnage dont on parle au sommet aussi, au musée, qui dans sa vie de porteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme nous, il ne montait pas au pic avec son petit sac à dos et juste pour regarder les fleurs ou les cailloux, hein, ou le paysage. Eh bien, il est monté dans sa vie de porteur plus de 5000 fois, sachant que sur le dos, ils avaient entre 25, 30, voire plus sur le dos. Et dans un premier temps, eh bien, le chemin partait de Artigues, de ce vallon qui est sous le col de Sancourt. Et à partir du col de Sancourt, avant l'aménagement de l'itinéraire, il n'était plus possible de se faire aider par les mules et les ânes.
Donc il fallait tout porter sur le dos. Et ça n'est que par la suite, quand le chemin a été tracé, élargi, eh bien que les animaux pouvaient monter là-haut. Donc oui, moi j'ai un grand respect pour ces personnes et voilà, j'ai toujours autant d'émotions quand je monte au pic. Voilà, j'ai toujours dans un coin de ma tête eh bien, ces porteurs qui étaient des personnes comme toi et moi et finalement voilà, qui avaient une vie totalement différente, quoi. Quand le pic du Midi est au public? Alors le pic du Midi, finalement, on pourrait dire qu'il a accueilli du public dès son existence. Puisque au sommet, eh bien, quand une personne se présentait, eh bien, on revient toujours à cette solidarité montagnarde. Il y avait, à certains moments, comme les personnes montaient depuis le col du Tourmalet, dans les années 30, quand cette piste a été ouverte, eh bien, des touristes venaient et arrivaient au sommet. Et les scientifiques se donnaient des créneaux horaires pour pouvoir faire rentrer ces touristes de l'époque et leur faire visiter le pôle scientifique et leur expliquer ce qu'ils faisaient, quoi. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé puisque le public qui arrive au sommet n'a pas accès à la partie scientifique, mis à part ceux qui passent la nuit et ceux qui assistent aux soirées étoilées avec des astronomes qui sont au sommet et qui sont à la disposition du public qui vient s'héberger. Et ça, finalement, dans l'histoire, le pic du Midi, son activité scientifique, à la fin des années 80, eh bien, il y a eu une annonce même officielle de la fermeture de ce pôle scientifique. Et à ce moment-là, les élus du département, de la région, puisque ça a été les conséquences de la décentralisation, c'est resté au sein du CNRS, mais ça n'était plus l'État qui était en charge de tenir ce projet scientifique. Eh bien, les élus ont pris cette décision de l'ouvrir au grand public. Ouvrir au grand public, ça voulait dire de faire un téléphérique plus récent, plus sûr, puisque le précédent était un petit peu désuet et ne répondait pas aux normes de sécurité. Donc ces travaux ont été faits au courant 90. Et aujourd'hui, on a un téléphérique qui fonctionne depuis 2000 et qui est un téléphérique qui est très sûr, puisque 2 fois par an, c'est révisé. Il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Et au sommet, il y a eu réaménagement de la terrasse, permettant de faire un restaurant, un musée, actuellement un planétarium, c'est la nouveauté depuis l'an dernier. Et puis aussi de pouvoir y dormir, y passer la nuit. Et puis, durant cette nuit-là, d'avoir des astronomes à disposition qui expliquent le ciel. Et puis ces soirées étoilées aussi, qui sont des moments assez insolites et assez uniques, très très intéressants. Et j'ai l'occasion l'été de monter au pic du Midi pour assister au lever de soleil. Et j'ai souvent des personnes qui me posent la question, voilà, et le tarif pour monter en téléphérique, c'est quand même un peu cher. Et bien finalement, c'est pas si cher que ça, puisque c'est grâce à toutes ces personnes qui viennent au pic du Midi que le pôle scientifique continue à être actif. C'est, je dirais, le prix à payer. Nous nous trouvons dans un hôtel abandonné du XVIIIe siècle. 18e, 17e, je sais plus. Ouais, 18e. Ou 19e. 1800, je sais plus.
Mais on peut visiter un petit peu. Wow. Il fait très sombre. J'arrive à capter le peu de lumière. C'est très beau. Qu'est-ce que... Un hand spinner? Ah non. Ah désolé. Et voilà l'Auxilac. Encore ce vieux jeu de mots là. On arrête. Fin de la vidéo. Je rigole, ce n'est pas la fin de la vidéo. Salut Lama Fâché. Comment vas-tu? Comment ça va Lama Fâché? Yo les trashers! Ils sont là les trashers. Eh salut Ico. Salut Neoxy. Putain ils sont tous là. Il y a tous les trashers. Le pic du midi est juste là. Oui. C'est crevant de monter. Ah, enfin arrivé. Putain c'était fatigant. Pfiou. Je vais faire un petit panorama. C'est putain de beau les gars ici. Ça rend pas très bien avec le téléphone mais c'est putain de beau. Sur le sujet de la météorologie, ça vous allez connaître. Alors, au pic du midi, j'aimerais savoir que faites-vous exactement au service météorologie? Alors, il n'y a pas que de la météorologie au pic du midi. Donc c'est vrai que c'est la plus ancienne des sciences qui est étudiée au pic, mais on fait aussi de l'astrophysique. Et c'est pas vraiment de la météorologie, c'est de l'aérologie, c'est-à-dire c'est de l'étude de l'air. On regarde un peu de quoi est constitué l'air, entre les polluants, les gaz, la radioactivité, le mercure, tous les polluants, etc. Donc ça c'est la première des sciences qui est étudiée au pic, l'aérologie. Et puis il y a une deuxième science, c'est l'astrophysique, où on étudie physiquement les astres. Donc le soleil, les astéroïdes, les comètes et les étoiles. La météorologie, on ne la fait plus vraiment. En fait, il y a Météo France qui a des instruments ici, où on fait des relevés automatiques qui sont transférés directement au centre à Tarbes. Et c'est avec ces données-là qu'on peut faire une météo, on va dire, départementale. Mais la météorologie a commencé en 1880, ici au Pic du Midi, avec le général Donant-Souty et l'ingénieur Célestin Vaucena, qui ont fait les premiers relevés météo et qui ont contribué aussi à anticiper la fonte de la neige en plaine, puisque eux, ils mesuraient l'enneigement dans les Pyrénées, enfin dans cette région, et pour anticiper la fonte de la neige, pour éviter des inondations en plaine. Et ils ont pu comme ça anticiper certaines inondations et éviter évidemment des morts en plaine. Donc c'était très important. Merci. Du coup, quel type de métier il y avait et quelle formation il fallait avoir? Alors là, bon, là, il y a plusieurs types de métiers sur le pic actuellement, hein, puisqu'on a développé l'activité touristique. Donc, on a besoin de cuisiniers, on a besoin de conducteurs pour le téléphérique, de cabiniers, on a besoin de personnes qui entretiennent les locaux, donc c'est la maintenance téléphérique. On a besoin d'entretenir aussi, de s'occuper des clients s'il y a des malaises, des choses comme ça. Donc là, c'est la sécurité incendie et sanitaire. Donc il y a plusieurs services, il y a le service commercial, etc. Donc il y a tout un tas de métiers qui sont représentés au Pic du Midi. Et puis il y a toujours, évidemment, les scientifiques qui sont sur le site, alors plus ou moins présents. Et puis il y a les techniciens qui, eux, entretiennent les télescopes, qui permettent de faire des observations.
Voilà, donc on a besoin d'un mécanicien, d'un électricien, d'un électromécanicien, d'un électronicien. Enfin bon, il y a tout un tas de métiers techniques qui sont représentés ici au Pic du Midi. Il y a tout un tas de métiers qui commencent par l'électro. Entre autres, mais il n'y a pas que électro, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Pourquoi le choix du Pic du Midi? Quel avantage? Alors, le Pic du Midi, il a été choisi, et c'est un peu par hasard. Ce site, on savait très bien, enfin, on savait depuis le début du XVIIIe siècle, on avait une qualité de ciel exceptionnelle. Mais on ne savait pas pourquoi. Et on a su, juste dans les années 80, pourquoi on avait des conditions optimales. Il faut savoir qu'en astronomie, la qualité de l'observation dépend de la turbulence atmosphérique, c'est-à-dire la vibration qu'on trouve dans l'atmosphère. Quand vous voyez par exemple des étoiles qui scintillent, ben pour nous au Pic c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a des mouvements d'air qui font qu'il y a des turbulences et l'observation ne sera pas de qualité. Alors au Pic, parfois, eh bien, il n'y a pas du tout de turbulence. C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer cette turbulence atmosphérique, c'est ce qu'on appelle le signe, et ça se compte en secondes d'arc. Et parfois, c'est très stable. C'est-à-dire qu'on sort sur les terrasses, on regarde le ciel, et les étoiles ne scintillent pas. C'est incroyable d'avoir une stabilité de l'atmosphère comme ça. Donc ça, cette qualité de ciel, on a compris plus dans les années 80. Parce que le Pic, en fait, il a une forme de bateau, c'est comme une coque de bateau renversée, si vous voulez, orientée nord-sud, orientée ouest-est, pardon. C'est-à-dire que la majorité du temps, le flux nous arrive de l'ouest. Cet air qui arrive de l'ouest vient frapper la proue du Pic. Et l'air va passer de chaque côté du Pic. Lorsque l'air nous arrive de l'est, ça va frapper la proue du Pic à l'est, même chose, et ça va passer de chaque côté. Il n'y a que lorsque le flux nous arrive du nord ou du sud, où là, l'air va remonter sur les parois et va engendrer des turbulences au-dessus du Pic. Et là, on sait déjà à l'avance que les observations ne seront pas de bonne qualité. Donc, avec Météo France, on sait à peu près, 3-4 jours avant, ah bah tiens, ils nous annoncent un flux du nord, bah on sait que les observations ne vont pas être de bonne qualité. Et quand on mesure ce signe, quand on mesure cette vibration de l'atmosphère, eh bien, il faut savoir qu'au Pic, on a 90 à 100 jours dans l'année où on a une des atmosphères les plus stables au monde. C'est-à-dire que quand on mesure cette vibration, au Chili, on a exactement à peu près la même valeur. Sauf qu'au Chili, eux, c'est 365 jours dans l'année. Nous, on a 110 jours où c'est parfait pour l'observation. Eux, voilà, eux, c'est en permanence. Y a-t-il un équivalent du Pic du Midi en France? Non, c'est le seul observatoire qui propose une qualité de ciel aussi bonne. Alors il y a d'autres observatoires évidemment sur la France, hein, mais qui ont leur particularité. Hein, c'est-à-dire que nous, ici au Pic, on fait les astéroïdes, les comètes, le Soleil et les étoiles, mais il y a d'autres observatoires qui vont faire autre chose. Par exemple, à Nancy, ils font de la radioastronomie, ce qui n'a rien à voir avec le Pic. Donc on est complémentaires les uns les autres, mais c'est unique hein, ce qui se passe au Pic du Midi, évidemment, avec les observations, les télescopes, la technicité qui est apportée aux instruments, l'histoire qu'il y a derrière, etc. C'est vraiment très particulier au Pic du Midi, et il n'y a qu'un seul Pic du Midi avec une telle installation. Ouais, j'ai fini ma partie. L'enregistrement s'est coupé en plein milieu, désolé. Voilà, je suis dans le téléphérique, j'ai le vertige. T'as le vertige? Oui, j'ai le vertige. En ski, descend par où là? Ça fait un petit peu flipper, je vais vous montrer.
c'est tout pour cette vidéo émission de radio au pic du midi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à mon Facebook, mon Twitter et mon DeviantArt, c'est dans la description. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, et si ce n'est pas déjà fait, et y mettre la petite cloche, c'est très important, comme ça tu pourras y recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Normalement j'en sors une fois par semaine. Sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao ciao. Voici une nouvelle maison, avec une très grande pièce à vivre. Ici nous avons une petite pièce avec une autre pièce ici. Une autre là. Faudra racheter de la lumière. Là aussi. Ici nous avons une chambre idéale pour faire dormir votre bébé. Il sera ici. Allez venez monsieur. Ici nous avons une... Oh, des câbles électriques apparents. Ouah, je pense pas que... Ici. Oui d'accord. Ici nous avons... Une chambre. Une chambre, tout à fait cosy. Et j'en fais cousine. Ici, nous avons une pièce à vivre, une chambre aussi. On va ici. Ici, nous avons une autre pièce, une chambre aussi, oui. Là-bas, nous avons une chambre, une autre chambre. Il n'y a pas de lumière ici. On va acheter des lumières. Nous avons que des chambres ici. Nous allons passer à la pièce la plus importante de la maison, la salle de bain. Allez, attends. Et je suis Stéphane Plaza. Il n'y a même plus d'eau ici, vous voyez? C'est magnifique. What? Enfin. Ouais. C'est magnifique, il n'y a même plus d'eau, regardez l'état. C'est tellement délabré que je pourrais vous vendre ça. Si vous êtes des ploucs ou des gitans. Allez, c'est tellement beau. J'estime la valeur de cet appartement, de cette maison, à 120 000 €. Prix à débattre. Parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire. Donc du coup, 120 000 € prix de départ.